toujours été sur des fonctions d'expertise. Et là, prendre en responsabilité un ensemble de fonctions que je ne maîtrise pas, des métiers que je ne connais pas bien, c'est un vrai saut dans le vide et de l'appréhension. De l'excitation, mais de l'appréhension. Si tu as un doute, tu n'as pas de doute. Il faut savoir se faire confiance, il faut savoir s'écouter, il faut nourrir les décisions par les deux univers, par le gut feeling, mais également par l'analyse. C'est mon rôle d'être le poil à gratter, de poser des questions, de challenger, de susciter l'interrogation sur c'est quoi la balance entre l'investissement et le risque. Donc premier tournant, je suis recruté pour une mission et je demande à mettre fin au projet qui est au cœur de cette mission. Wow. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien Cazaret, qui est le responsable de la Software Factory sur le périmètre Claims and Expertise de Dekra. Merci Sébastien d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. C'est avec plaisir. Dans le petit épisode feedback, tu disais que c'était peut-être intimidant les noms que j'avais reçus. Ça y est, c'est le moment. Les noms et les parcours. Voilà. Est-ce que je peux te laisser te présenter rapidement et présenter quelques-uns des grands tournants de ta carrière ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Sébastien Cazaret, j'ai 45 ans. J'habite Bordeaux depuis 2007, ville qui est devenue une ville de cœur. Parce que je l'ai rejointe pour un amour, l'amour de ma vie, mais également pour une opportunité professionnelle. Donc j'ai réussi à combiner les deux en même temps. T'étais d'où avant d'être adopté par la région ? J'ai commencé ma carrière sur Paris et étant fils de militaire, dire d'où on est un peu plus compliqué que juste dire où on est né et où est-ce qu'on a vécu, parce que j'ai vécu dans une bonne douzaine de villes, je pense, en France, au cours de ma jeunesse. Mais j'ai fait mes études à Lyon pour ma prépa, à Montpellier pour mon école d'ingénieur en agronomie. Donc, c'est là où je vois quelques similitudes avec des personnes que tu as pu interviewer dans le passé. Qui ne sont pas du sérail informatique. Qui ne sont pas du sérail informatique. Voilà. Même si c'est vraiment une filière et un ensemble de métiers qui m'ont toujours intrigué et passionné. Mais je ne suis pas de ce sérail-là. Je suis plutôt du sérail de la science et de la biologie. Voilà. Ça a été mes premières amours en termes de filière, entre guillemets. Et alors du coup, tu post-études, tu débarques directement dans le monde de l'IT ou tu fais quelques petites expériences justement dans l'agronomie ? Alors, au cours de mes études, j'ai fait un stage qui a été déterminant, un stage de 2e année d'école d'ingénieur au Canada, dans un centre de recherche. Donc, c'était des recherches autour d'une molécule particulière pour faire une boisson lactée onctueuse, etc. Donc, quelque chose qui... Le Danao, c'est toi ? Quelque chose qui aurait pu s'assimiler au Danao à l'époque, effectivement. Mais ce n'était pas moi. Et ce stage m'a convaincu que ce n'était pas ma voie. D'accord. Parce que être conditionné par un timing trop strict, par des budgets trop stricts, y compris pour quelque chose qui a vocation à faire de la recherche un peu fondamentale, mais certes appliquée à un moment donné, me convenait pas pour ce métier-là. Donc en dernière année d'école d'ingénieur, j'ai souhaité me rerouter vers quelque chose d'un peu plus générique autour du management des entreprises. Donc c'était le nom de ma filière en dernière année en spécialisation. Et au cours de cette année de spécialisation, j'ai rencontré beaucoup d'intervenants, des cabinets de conseil, des grands noms et des noms un peu plus petits, sans faire la pub. Et certains avaient des amours, on va le qualifier comme ça, pour tout ce qui avait trait à l'informatique et comment l'informatique, en tant qu'outil, permettait de changer, améliorer, rationaliser des processus d'entreprise et créer de la valeur au final. Et donc ça a résonné dans mon esprit et clairement j'ai souhaité partir dans cette direction.
Donc, stage de fin d'études dans cette direction et premier contrat de travail avec Capgemini à Paris, où j'ai commencé en tant que développeur, consultant technique, on appelait ça, mais c'est du développement, dans le monde de l'ERP, donc très proche des processus de l'entreprise. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais à l'époque. J'ai fait des projets hyper intéressants, hyper riches. J'ai rencontré surtout des personnalités et des experts avec un degré de maturité, degré d'expertise incroyable, qui m'ont vraiment donné envie de continuer dans cette voie, aussi bien sur de l'expertise métier, sur de l'expertise technique, mais également dans le management d'équipe, dans le leadership au sein d'une équipe, ce qui n'était pas forcément une orientation que j'aurais pu deviner ou que je visais dès le début de ma carrière. Je pensais que je continuerais, peut-être pas ad vitam, mais que je continuerais très longuement autour de l'expertise et du pilotage de projet, de la valorisation d'un besoin client et de sa transformation en solution la plus optimale possible, et pas que je participerais au management d'une équipe et à sa fédération autour d'objectifs communs. Voilà, c'était pas du tout le chemin que je m'étais imaginé. Il y a eu un point de bascule ? Alors, ces rencontres, mais effectivement, à l'issue de mon expérience Capgemini, pourquoi elle s'est arrêtée en fait, les missions qui m'étaient proposées devenaient de moins en moins riches, de plus en plus orientées mission pompier, entre guillemets, parce que quand on est reconnu pour ses compétences, on essaye de nous positionner sur des missions à risque, sur des queues de missions qui ne se sont pas très bien passées jusqu'ici. Et donc j'ai enchaîné quelques missions compliquées, qui étaient certes très enrichissantes et intéressantes, mais quasiment solitaires, entre guillemets. Donc beaucoup moins d'échanges avec des collègues, beaucoup moins de sentiments d'appartenir à une équipe, de grandir ensemble et de contribuer à quelque chose de commun avec des collègues. Et ça me manquait. Et donc c'est là où petit point de bascule, j'ai souhaité quitter l'entreprise parce que j'avais l'impression que je ne continuerais pas à trouver ce que je cherchais au sein de cette entreprise, en tout cas à ce moment-là. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là, même étant très jeune, que je me suis posé des questions autour de la motivation au quotidien. Qu'est-ce qui me drivait ? Qu'est-ce que je cherchais à trouver au sein de mon job de façon globale, mais également au sein de mes missions, au sein de mon équipe, parce que j'appartenais malgré tout à une équipe. Et c'est ce que j'ai essayé de défendre quand j'ai été convoqué pour un entretien de démission. Ce qui peut paraître sorti d'un autre monde. Mais, un entretien de démission, c'est pas souvent. Hein. Non, c'est pas souvent. J'avais 26 ans, je m'estimais très jeune dans ma tête. Et pourtant, avec du recul, je me dis que j'avais quand même atteint un certain degré de maturité par rapport aux questions que je me posais. Donc j'allais à cet entretien à la fois serein, un peu intimidé, 7h30 à la Défense. Entretien non pas avec ma responsable, ni avec mon N+2, ni mon N+3, mais carrément la directrice de la région de Capgemini. C'était quoi tu vas peut-être rentrer dans les détails, mais l'objectif de l'entretien de démission, c'est te retenir ou c'est... Oui, je pense que c'était me retenir. En tout cas, j'espère. Non, je pense que c'était me retenir. Mais ça a eu tout l'effet inverse. Et je ne sais pas si ça aurait pu marcher. Je suis assez convaincu qu'un employé qui a cheminé sa pensée sur ses leviers de motivation ou ses leviers de démotivation aura de très grandes difficultés à faire le chemin inverse et à se réinscrire dans une trajectoire au sein d'une entreprise. Donc j'y allais d'autant plus serein en fait. Et quand j'ai exprimé ce qui à l'époque me semblait à la fois naturel mais défendable, que j'avais des missions de moins en moins intéressantes et que je cherchais à retrouver un peu plus d'intérêt dans mes missions, que je voulais me réinscrire dans une dynamique d'équipe et plus forcément partir tout seul sur des missions, et que j'avais également la notion de la rémunération et du titre du poste qui méritait d'être valorisé. Quand ces trois arguments étaient balayés d'un revers de main avec l'expression
Oui, mais à part ça, qu'est-ce qui pourrait te faire rester? Ah oui, donc c'était vraiment pour te faire rester, oui, effectivement. J'ai trouvé ça très violent et même si j'étais j'ai peut-être manqué un peu de confiance à ce moment-là. Malgré tout, j'ai sorti ma lettre de démission. Je lui ai dit, ben voilà, c'est là qu'il faut signer. Je vais le photocopier. Et puis, en fait, c'est fini pour nous. Clairement, la relation, elle doit s'arrêter là et c'est peut-être mieux pour nous. Ok. Moi, je te posais la question parce que Stéphane, qui est notre directeur d'agence de Bordeaux, que tu connais bien, planche justement depuis à mener une réflexion chez nous sur un process d'offboarding. On parle souvent d'onboarding. C'est vrai que l'offboarding, c'est pas forcément pour retenir, mais c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi les gens partent, pour pouvoir se remettre en question, puis tout simplement dire merci aussi sur une collab qui s'est bien passée et de garder le lien, quoi. C'est ça. Donc du coup, je te demandais, mais donc là, c'était plus pour te retenir plus que pour dire merci. Exactement. Mais c'est une réflexion très intéressante que Stéphane est en train de mener là, pour l'agence de Bordeaux, parce que peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais chez Decra, c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'implémenter, à la fois le process d'onboarding, mais également le process d'offboarding pour être en capacité de comprendre. Est-ce que c'est normal que la relation, à un moment donné, on y soit contraint d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, d'y mettre fin? Et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'accompagnement au quotidien? Qu'est-ce qui a plu? Parce que c'est toujours bien de continuer à investir sur ce qui marche pour que ça continue à marcher. Des fois, on l'oublie un peu. Donc oui, c'est une réflexion très intéressante qu'il est en train de mener. C'est ce qu'on se dit. On en est aux prémices, nous. Je vais essayer de continuer sur mon parcours. Donc Capgemini, c'est clôturé très sereinement, on va le dire comme ça. Je suis après parti dans un petit cabinet de conseil qui s'appelait Actian Consulting à l'époque, qui existe toujours, qui est sur Paris, qui s'est un petit peu recentré aujourd'hui en termes de métier, qui est plus axé sur l'accompagnement de projets de développement. Mais à l'époque, on faisait beaucoup d'assistance maîtrise d'ouvrage. Voilà, c'était un métier qui était très en vogue, qui a peut-être un peu disparu aujourd'hui. Et j'ai mené un certain nombre de projets à l'époque, on appelait ça de la refonte de systèmes d'information aussi. Aujourd'hui, on appellerait ça des projets de digitalisation peut-être. Donc j'ai mené quelques projets très passionnants, notamment pour le groupe Galeries Lafayette, où on a implémenté une plateforme CRM et d'aide à la fidélisation de ses clients. Après, j'ai basculé sur des projets un peu plus liés... alors toujours dans le métier du CRM, mais plutôt dans la contractualisation et dans le suivi, dans la construction d'une vue 360 autour d'un client pour bien appréhender toutes les interactions que l'entreprise avait avec ses clients, que ce soit au moment des mailing marketing, que ce soit au moment d'une contractualisation, mais également des campagnes marketing qu'il y avait derrière. Voilà, essayer de faire le lien entre tout ça pour que au final, la connaissance client serve alors surtout l'entreprise, mais qu'on soit à même de comprendre quelles étaient les attentes du client pour mieux aller le chercher au bon moment et sur la bonne offre. Et du coup, tu disais, l'entretien d'offboarding Capgemini, tu étais sur une réflexion de qu'est-ce qui te motive, quitter une boîte, mais pour aller chercher quelque chose qui cadre avec les attentes et motivations du moment. Et dans ce cabinet de conseil, c'est ce que j'ai essayé d'aller chercher en fait. Donc les projets que j'ai menés étaient hautement intéressants parce que très riches sur la dimension métier, très riches au quotidien avec les équipes clients, mais également les équipes que je devais piloter. Donc c'est vrai, le vrai. Plus sur des missions pompiers solitaires, quoi. Exactement. Tu retrouvais ce que tu avais conscientisé entre guillemets. Des projets avec du management, des équipes, de la collaboration. Exactement, et des projets où la prise de conscience, la prise de connaissance par rapport à un besoin client, donc depuis l'émergence d'un besoin jusqu'à la concrétisation d'une solution informatique, prenait toute son ampleur. Donc il y a vraiment toutes ces dimensions que j'ai cherché à nourrir
plus ou moins dès le début de cette nouvelle expérience, mais de plus en plus au fur et à mesure des années. Être là pour capter le besoin, le faire émerger, le faire formuler par mon client, que le client soit interne à mon entreprise ou qu'il soit externe. Pour moi, ça n'a pas de grande importance. Construire une équipe et la fédérer autour de la réalisation de ce besoin. Et continuellement s'assurer qu'on est en train de créer la valeur que le client s'attendait à trouver. Et surtout la voie que j'ai fini par trouver et qui me nourrit, je pense, le plus au quotidien et depuis ces années-là. Trouver le moyen d'animer une équipe autour d'objectifs communs, mais en comprenant les individus qui composent cette équipe. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je sais lire comme dans un livre ouvert sur toutes les personnalités, comprendre les aspirations, etc. Mais ne serait-ce que se poser la question sur quelles sont les aspirations, les leviers de motivation, les leviers de démotivation ou d'insatisfaction, fait au final que on arrive à créer un environnement serein, enrichissant, motivant. Ça marche pas chaque fois, mais quand ça marche, ça a l'effet waouh. Sur les leviers de motivation, tu disais, je crois, on en a parlé, je crois que c'est un sujet c'est une thématique qui te tient à cœur et sur laquelle tu as beaucoup réfléchi à titre personnel pour toi, mais du coup pour tes équipes aussi. Là, tu me dis comprendre les individus, ça veut dire que toi, en tant que manager, tu adoptes une posture différente ou une oreille différente en fonction des individus de l'équipe par rapport à leur levier propre de motivation? Alors les leviers, a priori, c'est difficile à appréhender, même si on peut imaginer que donner du sens, être transparent par rapport à des objectifs, même des enjeux de très haut niveau d'une entreprise, ça peut contribuer à une motivation. L'écoute, oui, elle est importante. Elle est à la fois constante ou similaire d'un individu à l'autre. En tout cas, chaque individu mérite d'avoir une écoute. Elle est forcément aussi différenciée parce que on ressent les choses différemment en fonction des individus qu'on a en face de nous. Donc forcément, l'oreille qu'on porte à l'individu est forcément adaptée, ou en tout cas, est-ce qu'elle est tout le temps adaptée de façon consciente ou inconsciente? Je ne sais pas te dire, mais oui, je suis assez convaincu que c'est important d'offrir cette écoute et de la différencier en fonction de l'individu qu'on a en face de nous. Et du coup, sur cette thématique-là, est-ce que, enfin voilà, les leviers de motivation principaux qu'aujourd'hui tu identifies ou qui te semblent importants d'identifier, sur lesquels agir, ça va être lesquels? C'est une très bonne question. En fait, je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. Alors, il y a des leviers très classiques. Certains mettraient la rémunération comme étant un levier. En général, et c'est bien en général, je pense qu'elle constitue un levier pour un certain nombre de personnes. Mais elle est plus un levier de démotivation que de motivation, à mon sens. Donc, c'est quelque chose qu'on doit considérer dans ce qu'on offre à un collaborateur ou à une collaboratrice qui rejoint nos équipes, pour nourrir cette satisfaction, ou au moins ne pas nourrir une désatisfaction sur ce levier-là. Après, il y a des leviers classiques qui me portent. La transparence. C'est marrant, enfin, c'est un levier de désatisfaction. Intéressant comme point de vue. Pourquoi tu dis que c'est un levier de désatisfaction? Ou que ça peut l'être? Alors, je vais faire là, je vais me livrer un petit peu. Moi, je considère, et là, c'est vraiment à titre personnel, donc ce sont mes 3 leviers de motivation ou démotivation. Je considère que j'ai 3 grands leviers que j'ai besoin de nourrir, et que si j'en ai au moins 2 qui sont satisfaits, en grande partie, dans ce cas-là, je sais accepter que le 3e ne soit pas complètement satisfait. Et donc mes 3 leviers sont les missions, les rôles, les projets que l'on me confie, qui me permettent d'avoir le sentiment de continuer à grandir et de m'enrichir au quotidien.
Le deuxième, c'est l'environnement, aussi bien avec mes responsables qu'avec mes collègues, qu'avec mes employés, employés prestataires d'ailleurs. On y reviendra certainement. Management, équipe, orga, quoi. Exactement, et relations avec les personnes. Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me satisfait? Est-ce que j'ai pas fait le tour de la question? Est-ce que je continue à me sentir en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, de mes responsables et de mes collègues? Donc ça, c'est mon deuxième levier. Et le troisième est la rémunération. Et pendant très longtemps, j'ai beaucoup investi sur les deux premiers sans considérer le troisième. Parce que je considérais que les projets, les missions, les relations interpersonnelles me permettaient de me développer très profondément et de grandir. C'est quelque chose que j'ai toujours cherché. Et j'avais un peu laissé de côté la rémunération parce que c'est un peu le discours classique qu'on entend au sein des entreprises. T'inquiète pas, ça saura venir. Sauf qu'à un moment donné, ça devient tellement en écart avec le marché ou avec des besoins personnels que ça peut devenir un levier de démotivation. Donc oui, je considère que... Alors du coup, quand on signe un contrat de travail, je pense qu'on est motivé par le salaire qu'on est... Enfin, si on accepte, c'est qu'à priori, les choses sont claires. Les choses sont claires. Voilà. Ça devient un levier de démotivation à partir du quand moment où... ça bouge plus pendant 5 ans. Oui, 5 ans. Je caricature. 5 ans, c'est un temps long, quoi. Grosso modo, ça devient un levier de démotivation quand... il y a un décalage marché, quand il y a le sentiment de pas... Enfin, c'est un outil de reconnaissance aussi du travail, de montée en compétence. Exactement. Alors, c'est pas forcément une jolie valeur, mais malgré tout, le contrat explicite qui existe entre l'entreprise et son employé se fait au travers du contrat de travail, et ce qui est très clair, c'est son rôle, sa mission, même si ça peut évoluer après indépendamment du contrat de travail, mais c'est la rémunération également. Et donc au moment de l'embauche, tout est clair. Oui, on est a priori motivé, quoi. On est a priori motivé, mais quand la reconnaissance ou la valeur accordée à la réalisation de l'employé n'est plus en phase, ou en tout cas quand il y a un sentiment qu'il n'y a plus d'équilibre entre la valeur produite et la reconnaissance, c'est là qu'on commence à créer des problèmes. Et la rémunération en est une. Ok, alors du coup, est-ce que Bon, tu as évoqué les 3 leviers qui étaient un peu ton prisme de lecture à toi personnel. Voilà, c'est mon prisme personnel. Moi, ça me fait un pont vers la partie recrutement et levier de motivation. Est-ce qu'on peut rater quelque chose au moment du recrutement, selon toi, sur la partie motivation, driver de motivation, erreur de casting pourquoi? Alors là, c'est un avis très personnel également. Le recrutement est, à mon sens, n'est pas une science exacte. C'est plusieurs points de rencontre entre une entreprise et des représentants de cette entreprise. Donc des managers, des futurs collègues, département des ressources humaines, et un candidat qui a à cœur de défendre, de promouvoir son parcours et la valeur qu'il pourra créer au sein de cette entreprise. Et l'entreprise a la même vocation. Et, en fait, c'est un schéma de séduction assez classique qui, à mon sens, amène énormément de biais. Et même si ça fait 20 ans que je fais du recrutement, maintenant, presque, même si je pense avoir un peu d'expérience, on continue à se tromper, à ne pas identifier les bons drivers, à ne pas identifier la vraie personnalité ou la vraie nature de la personne qu'on souhaite recruter. La volonté de séduire, c'est un biais à un peu gommer pour éviter une erreur de recrutement et bien identifier les motivations sur le long terme. Oui, je pense. Et c'est un axe qu'on essaie de développer avec les managers au sein de mes équipes, c'est d'avoir une transparence dès ce moment-là. Dès ce moment-là. On n'est pas en train de survendre les projets, de survendre l'organisation, la qualité de vie au travail, etc. Non, le travail, il y a des moments de satisfaction, des moments de joie, des moments qui sont durs également, de conflits, inter-équipe, intra-équipe. Quand on travaille sur d'énormes projets de transformation, comme on a la chance de les vivre au sein de mon organisation, il y a une pression, il y a des enjeux
qui peuvent être durs à vivre. Donc c'est important. Alors, faut pas décrire la situation comme étant toute noire, mais il faut également la décrire comme elle est, pour que la personne qui est recrutée, que ce soit un futur employé ou un prestataire, sache où elle met les pieds, sache ce qu'elle va trouver qui va être enthousiasmant au quotidien, la richesse des projets, des interactions avec des différentes entités du groupe, mais également sache aussi qu'il y a de la pression, il y a de l'enjeu et qu'on est observé, critiqué et qu'il faut savoir l'accepter. C'est quelque chose que tu arrives à faire. J'imagine que tu fais pas tous les entretiens de recrutement et du coup, c'est une vision du recrutement de pas vouloir survendre un contexte pour mieux être à la hauteur des attentes du candidat. C'est quelque chose que tu arrives à faire redescendre ou que tu insuffles C'est quelque chose que j'insuffle depuis. Alors, je suis chez DECRA depuis fin 2015. Et donc, j'ai la responsabilité de DSI sur l'entité légale à Bordeaux, mais de CTO ou de responsable Software Factory sur le périmètre Claims and Expertise depuis 2018. Depuis que j'ai une responsabilité assez couvrante par rapport à une Software Factory, effectivement, c'est quelque chose que j'essaie d'insuffler à tous les managers qui doivent réaliser des recrutements, aussi bien pour des profils de leadership ou de management que pour des profils de développement, de product owner, de chef de projet, etc., etc. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de cultiver et d'insuffler au quotidien. Ok, je suis assez en phase avec le fait qu'il faille survendre ces moteurs de déception. Donc fatalement, si tu t'inscris dans le temps long, c'est ça. Dans la motivation, dans le temps long, ça marche moins bien. Une des difficultés, et alors je suis intéressé par ta réponse, c'est un entretien de recrutement, c'est 2 parties. Il faut aussi comment tu fais pour casser le fait que la personne en face de toi, elle aussi, elle est dans un schéma de séduction et du coup qu'elle montre son vrai visage et ses vraies motivations. Bonne question encore. J'ai pas de recette toute simple. En fait, pour moi, les différentes entrevues qu'on a avec un candidat ou une candidate sont autant d'occasions de créer un climat de confiance pour qu'il y ait une transparence au cours de l'échange. Donc, du coup, offrir de la transparence par rapport au contexte qu'il pourrait rejoindre, pour moi, créer inconsciemment, là j'essaie de le conscientiser un petit peu, créer inconsciemment un effet miroir et donc une volonté de transparence de la part du candidat qu'on a en face de nous. Donc, pour moi, c'est... Se livrer, c'est donner envie de se livrer. C'est inconsciemment, créer les conditions, quoi. Je pense. Et après, on essaie toujours de travailler autour de questions sur comment la personne se voit, comment elle pense qu'elle est vue. Donc je pense que c'est des recettes un peu toutes faites du recrutement, mais qui, malgré tout, je pense, marchent. En tout cas, à défaut d'être 100% fonctionnel, je pense que si on a créé le climat de confiance et qu'on essaye de lire la personne qu'on a en face de nous, au moment de ses réponses, on sait détecter si elle se livre ou pas. Et donc, du coup, les réponses à ces questions deviennent intéressantes. Ok. Est-ce que sur les... la thématique, je la trouve assez intéressante, donc je la creuse un petit peu. Les leviers de motivation, aussi au recrutement, pour les inscrire dans le temps long. Est-ce que, ça fait 15-20 ans que tu es sur des postes de management, est-ce que tu sens des évolutions dans les drivers de motivation au fil des décennies, si j'ose? Oui, on est dans ce schéma-là. On a presque le même âge, donc effectivement, ça fait 2 décennies qu'on évolue professionnellement parlant. Alors, j'aime vraiment pas les études sociologiques avec les cases, les générations X, Y, Z, etc. Mais malgré tout, ce qu'il faut accepter, c'est que on a en face de nous
et on en fait partie. On constitue des générations qui ont grandi avec des environnements sociétaux qui ont évolué dans le temps, des cultures familiales, cultures d'entreprise qui ont également évolué. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, donc en 2023, le niveau de maturité, donc je ne sais pas si les leviers de motivation sont différents, mais en tout cas, le niveau de maturité des candidats et candidates qu'on a en face de nous est en moyenne très largement supérieur à ce qu'on pouvait connaître quand on avait 20 ans. J'ai l'impression qu'ils font leur crise de la quarantaine à 20 ans, 25 ans, et qu'ils se posent énormément de questions autour de leurs aspirations, de ce qui peut les nourrir, de leur épanouissement, là où ce type de questions, on se les posait plus naturellement, en tout cas pour nous, autour de la quarantaine. Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que je veux réellement faire? Et c'est le moment pour changer d'entreprise pour beaucoup de nos proches. Donc ouais, j'ai l'impression que cette maturité a très largement évolué et qu'on n'est peut-être pas tous adaptés pour l'accepter, bien l'accompagner et s'en nourrir. C'est des défis de manager. C'est des défis de manager et de leader. Je mets un peu les deux termes, alors non pas en opposition, mais côte à côte. Il faut absolument qu'un manager soit leader. Pour moi, ça me paraît indispensable. Donc qu'il sache fixer une direction et montrer l'exemple et être intègre, etc. Mais un leader n'est pas forcément un manager, et c'est bien de trouver des leaders au sein des équipes sur des missions, des rôles très différents, en transverse ou au sein d'équipes. Mais c'est un défi, oui, comme tu le disais. Donc toi, tu penses qu'ils n'ont pas changé, ou pas forcément changé. Les drivers de motivation sont pas forcément... typiquement, moi je trouve qu'il y a des choses qu'on voyait pas, qu'on voyait beaucoup moins il y a 10 ans, sur l'importance des projets sur lesquels je travaille. C'est-à-dire que moi, dans mon métier, il y a 10-15 il y a 10-15 ans, je voyais des gens qui étaient motivés par des contextes banque-finance, alors qu'aujourd'hui, je peux entendre surtout pas de banque-finance ou pas d'énergie. Enfin voilà, il y a des convictions par rapport au projet que je trouve plus fortes. Ouais, je te rejoins. Ouais. Alors à mon sens, les drivers n'ont pas changé. C'est toujours des thèmes, des projets qui portent les individus. Mais la nature des thèmes qui les portent, effectivement, sont plus ouverts, plus conscients du monde qui les entoure. Oui, la banque finance est peut-être moins attirante aujourd'hui. Là où les projets plus liés à l'environnement et aux énergies renouvelables, etc. Mais oui, anime plus facilement. Le driver n'a pas changé, quoi. C'est le contenu du driver. C'est le contenu, ok. Mais bon, j'essaie de me retomber sur mes pattes, peut-être. Ouais, non, mais ok. Et alors, moi, il y a un autre driver qui est le contexte de travail. Tu parlais d'environnement. Ouais. Mais il y a un truc qui a accéléré, le Covid a accéléré quand même une mutation forte sur la partie horaire de travail, pas horaire, remote, le remote, quoi. Le remote, les conditions de travail entre le remote et le sur-site, également la distribution ou la balance, l'équilibre entre la vie pro, vie perso également, qui est peut-être plus globalement mis sur la table par l'ensemble de nos équipes, l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Clairement, le Covid a forcé les entreprises à se transformer à vitesse grand V sur des questions qu'ils ne voulaient pas adresser pour la plupart. Je sais que nous, chez Decra, c'était presque un tabou. Alors non pas que l'entreprise globalement ne voulait pas aller dans la direction du télétravail, mais avait peur des conséquences, donc préférait avancer très lentement dans les discussions, dans les réflexions avec les instances représentatives du personnel, pour ne pas prendre le risque de casser l'organe de production au sens large. Et le Covid a tout fait voler en éclats. Je me souviens, on avait préparé, je trouve, avec les équipes, on s'en est vraiment très très bien sorti, parce qu'on
on suivait de près l'actualité en Italie. On avait constaté que l'Italie avait à peu près 2 semaines d'avance sur la France à ce moment-là. Et donc on avait anticipé dès le mois de décembre des commandes de portables pour généraliser les portables sur l'ensemble de nos équipes, IT et non-IT. Et le 16 mars, quand l'annonce a été faite, en une journée, on a su envoyer l'ensemble des équipes en remote et continuer à travailler presque comme si de rien n'était, en tout cas par rapport aux activités qu'ils devaient réaliser pour l'entreprise. Toi, tu as des convictions, en tant que manager, responsable de Software Factory, sur le remote de manière générale, préférence full sur site, hybride, le full remote. Parce que du coup, si t'es pas en full remote, c'est un driver de motivation pour certaines personnes que tu n'auras pas si tu l'offres pas. Ouais. Alors oui, j'ai une conviction. Donc j'étais convaincu et je reste convaincu que le remote offre une qualité de vie personnelle qui est supérieure au travail sur site à 100% et qu'il était important d'aller dans cette direction-là. Même si ça peut représenter des risques pour certains collaborateurs et collaboratrices, parce que la frontière entre la vie perso, la vie professionnelle est plus floue, plus compliquée à implémenter, à matérialiser. Mais je reste également convaincu qu'une présence sur site pour créer et entretenir une dynamique d'équipe, ça reste fondamental. Qu'il y a des sujets, en particulier autour des interactions entre les individus, des sujets RH, qu'il est naturellement plus compliqué de traiter quand on est en full remote. Et que gérer un conflit, gérer la bonne compréhension des enjeux sur un projet, sur une année, on a besoin de voir nos équipes les yeux dans les yeux et d'entretenir la flamme en direct. Et que le remote n'offre pas tout, en fait. Ok, donc plus fonctionnement hybride, quoi. Pour le bien des hommes et des orgas, quoi. Je pense, oui. Ok. Est-ce que c'est... peut-être sur cette thématique-là, je poserai peut-être une petite dernière question avant de faire un petit fast-forward vers Deco et Decra. Tes expériences suivantes. Puisqu'on est sur des drivers de motivation, imaginons t'as bossé avec quelqu'un, par exemple chez Deco. Je te mets ensuite dans une situation qui... imaginons tu as bossé chez quelqu'un chez Deco et qui ça s'est super bien passé, t'aimerais revoir dans tes équipes, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui feraient que ça sur des motivations, sur la partie motivation d'une boîte à une autre, avec des gens que tu as connus et dont tu connais un peu les drivers, ça peut ne pas fonctionner ou ça peut très bien fonctionner? Je sais pas si c'est clair. Moi, j'ai besoin de transparence, j'ai besoin d'intégrité, j'ai besoin de valoriser l'effort, aussi bien des équipes que des collègues ou de mes responsables, et de moi-même, bien sûr. Donc, au sein d'une entreprise, au sein d'une mission, d'un rôle, j'ai besoin de retrouver tout ça et de voir que ça se retrouve également, que ça se diffuse dans les équipes. Donc, qu'est-ce qui ferait que ça ne marcherait pas? Si j'ai pas un feedback positif à ce type de valeurs, si les valeurs... on parle beaucoup d'équipe et de leadership et de levier de motivation depuis le début de l'interview. En fait, pour moi, toutes ces questions que je me pose, alors peut-être pas au quotidien, mais très régulièrement quand même, et qu'on essaye de diffuser avec mes équipes de managers et puis avec d'autres collègues, pour moi, démontrent qu'on s'intéresse aux hommes et à ce qu'ils sont intrinsèquement, et à ce qu'ils pourraient devenir, et à ce qu'ils pourraient apporter, créer comme valeur pour les équipes. Ok. Je pensais que j'allais t'embarquer sur la partie culture d'entreprise. Enfin voilà,
sur le fait Je pense qu'on n'est pas très loin en fait. Ouais. Quand je te dis que si je trouvais pas d'équilibre ou de feedback positif à ce que je recherche. La culture du feedback, par exemple. Ouais. Ok. Et ça va avec la culture d'entreprise. Alors, je crois que tu avais un épisode où quelqu'un parlait de culture, legacy de culture ou culture de legacy. Sur la culture. Alors, j'ai un épisode, celui de Jérôme Dubreuil, Décathlon, qui parle de legacy organisationnel. Ouais. Justement. Et avec le poids de la culture qui est. Avec le poids de la culture qui est différent. Difficile de transformer une orga quand y a un poids de l'histoire et un legacy organisationnel. C'était intéressant ce concept de legacy organisationnel. Et puis j'avais un deuxième épisode où justement il n'y avait pas de legacy, celui de Charles Gorintin de Alan, qui avait pensé avant où la culture de la boîte était un peu le point fondateur de la boîte, presque avant même le produit. Ouais. Sur la transparence surtout, sur pas forcément congé illimité, sur les grilles publiques de salaire. Voilà, et pour une même personne, la culture de la boîte, tu peux ne pas adhérer, tu peux fonctionner quelque part et pas à un autre endroit, quoi. C'est juste pour la culture, quoi. Oui, je pense. Et en même temps, pour moi, la culture telle qu'elle est formalisée, formulée par une entreprise, elle n'est vécue, elle ne se matérialise qu'au travers des hommes qui la composent. Et c'est pour ça que je recentrais ta question plus sur les interactions et ce qui m'entoure au quotidien. Donc mes collègues, mes responsables et mes équipes, plus que la culture en tant que telle. Parce qu'on peut formuler à très haut niveau au sein d'une entreprise qu'on est people focus, on est customer focus, on est sustainable, etc. Et avoir une vraie volonté d'aller dans cette direction, mais malgré tout, si les hommes, les leaders ou les managers qui composent l'organisation n'exercent pas dans cette direction-là, la culture au final, elle finit par pas vivre. Donc, j'ai vraiment foi dans le fait que c'est les individus qui font vivre la culture, les valeurs et tous les thèmes qu'on a abordés jusqu'ici. Ok, écoute, ça va permettre peut-être de clôturer cette thématique-là. Je te laisse avancer. Ok, du coup. Donc je continue. Donc après Actian Consulting, j'ai été approché par un de mes clients, donc le groupe Galeries Lafayette, qui me proposait d'onboarder sur un gros projet de transformation, d'implémentation d'une plateforme CRM, mais pas seulement, pour une de ses filiales, donc Cofinoga, localisée à Bordeaux. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai rejoint la région. Et ça coïncidait effectivement également avec la rencontre de mon amoureuse, qui est aujourd'hui mon épouse. Donc voilà, donc j'ai rejoint une région de cœur, on y est enfin, Bordeaux, sur un très beau projet gigantesque, 40 années je crois, de développement et implémentation, parce qu'il y avait à la fois de l'implémentation d'une plateforme standard du marché, mais également beaucoup de développement spécifique de solutions connexes pour faire vivre ce CRM et lui donner toute la valeur qui était attendue par les métiers à l'époque. Donc j'ai rejoint le groupe Laser, donc filiale du groupe Galeries Lafayette et propriétaire de la marque Cofinoga. J'ai continué à vouloir évoluer, aussi bien en termes de métier au sein de l'IT, mais également en termes de rôle. Donc j'ai piloté des projets, j'ai commencé à piloter également une équipe de chefs de projet au sein de la DSI. Et c'est là où j'ai commencé à rencontrer mes premières amours avec l'agilité, mais également première détestation avec l'agilité. On en parlera peut-être un peu. Vas-y, je te branche dessus tout de suite. Alors, pourquoi amour et détestation ? Comme toute méthodologie, et j'aime pas employer le mot méthodologie, moi je vois plus ça comme un framework avec un ensemble de recettes qu'il faut s'approprier en termes de raisons fondamentales qui ont constitué ces recettes, mais également en termes d'impact et de résultats.
Mais en fait, la caricature, je l'aime pas. J'adore le framework et j'adore les valeurs sur lesquelles l'agilité a construit ce framework-là. Mais le concept de je dois répondre à que des règles et implémenter uniquement ces règles, et c'est uniquement si j'implémente ces règles du manifeste agile par exemple que mon projet sera agile et que je déploierai le maximum de valeur pour mon entreprise, j'y crois pas. J'y crois pas, et ça amène à beaucoup d'exercices de réalisation de projets bancals et qui au final ne satisfont pas les objectifs initiaux des projets. Donc voilà, amour et détestation, mais je resterai fidèle à ce concept de l'agilité parce que je continue à le déployer sur l'ensemble des organisations où j'interviens et à le pousser sur tous les projets, et y compris sur les maintenances des produits qu'on a dans le portefeuille. D'ailleurs, je crois que tu écoutes c'est une thématique t'écoutes un podcast qui est très orienté agilité. Alors en tout cas, la saison 2022-2023 ou 2023-2024 présente beaucoup d'interviews autour de l'agilité. Comment faire de l'estimation, comment mesurer le retour sur investissement, etc. Qu'est-ce qu'une organisation agile, qu'est-ce que l'auto-organisation, etc. Tous ces thèmes sont abordés avec des angles et bien sûr des points de vue et des expériences très différentes. Donc ouais, c'est une somme de podcasts très intéressant à écouter. Et tu as dans tes équipes implémenté différentes méthodes agiles, Scrum, Safe, différents frameworks. Ouais, quand j'étais chez Coffee Noga, on a commencé par du Scrum. Alors ça a commencé à dater, c'était presque en 2009, je crois. Donc pas au tout début de l'agilité, mais la méthode était encore peu déployée sur le marché, en tout cas à Bordeaux. Le concept de centrer une équipe multidisciplinaire sur un produit, intégrer la voix du client au plus proche de l'équipe, dans l'équipe même. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné très vite et jusqu'au bout du projet, qu'il est beaucoup plus difficile de scaler. C'est là où, en tout cas en utilisant strictement la méthode Scrum, donc c'est là où le framework Safe apporte tout un ensemble d'autres outillages, d'autres réflexions pour passer d'un modèle où on a une équipe avec 6 ou 8 développeurs max à une équipe où on a presque 80 développeurs et qu'il faut alimenter sur à la fois des objectifs et des ambitions métiers, des orientations techniques, et faire en sorte que je vais réemployer l'image de la partition, mais que tout soit le plus harmonieux possible, en tout cas contribue à aller dans la même direction le plus efficacement possible, sans tout casser d'un train sur l'autre ou d'un sprint sur l'autre. Chez Decra, c'est framework Safe du coup chez Decra, c'est le framework Safe qu'on déploie depuis 2019 maintenant, sur l'un des gros projets de transformation qu'on a lancé en 2019. Ok. Toutes les équipes ? Sur l'un des projets ? Sur l'un des projets. Ok. Ouais, tout le monde n'est pas en safe. Toutes les équipes sont en agile, plus ou moins profond en termes d'appropriation du framework agile, et en particulier de la méthode Scrum. Mais oui, toutes les équipes sont agiles, y compris sur les périmètres les plus anciens, qu'on qualifie de legacy chez nous, parce qu'on continue à faire évoluer l'intégralité des produits et qu'on a besoin de bien coordonner, de bien centrer la production de valeur et de sécuriser la qualité au fil du temps. Et alors, toi, ça fait un petit peu plus de 8 ans que tu es chez Decra ? Oui. Donc, j'ai rejoint Decra une petite page de vie. Une petite page de vie. Je les ai rejoints pour justement reprendre le pilotage d'un projet de transfo également, et reprendre le pilotage d'équipe qui était centré sur ce projet. Un début difficile, mais on se nourrit des échecs ou des difficultés. Difficile parce que l'arrivée d'un
directeur de programme, en tout cas c'était le titre à l'époque, suscite énormément de questions de la part des équipes. Est-ce qu'il va y avoir un changement d'orientation fondamental? Est-ce qu'il va y avoir une réduction d'effectifs? Et l'interprétation, même si on essaye d'être transparent, de projeter, d'expliquer, etc., l'interprétation, elle ne disparaît pas du jour au lendemain. Donc, début difficile. Mais le mot transfo, ça fait peur? Le mot transfo fait peur. Le mot projet fait peur aussi. Tu pensais avant de prendre le poste que ça a été une surprise, ou tu t'attendais à ce que ce mot fasse peur? Parce qu'on peut y voir beaucoup de positifs en fait. C'est un peu galvanisant, c'est de la nouveauté, Oui. Alors malgré tout, il fait peur. En tout cas, il fait peur dans le changement d'incarnation. On change un directeur de programme ou directeur de projet ou un responsable d'équipe. C'est pas forcément le projet de transformation qui fait peur, mais c'est le changement apporté par le nouveau leader, le nouveau manager, qui peut amener à de la peur. Et clairement, c'est ce que ça a suscité. Et est-ce que la transformation de façon globale fait peur? Non, parce que en tout cas, je ne sais pas si j'apporte si je suis pas un peu péremptoire dans ma réponse là, perpendiculaire comme diraient certains aficionados de Kaamelott. Les projets de transformation ont, à mon sens, énormément de couleurs. Pour ceux qui ont envie de vivre de nouvelles expériences avec des équipes centrées sur un projet bien déterminé, avec des objectifs bien clairs, en tout cas au départ, et avec énormément de collègues embarqués en même temps, donc depuis la naissance de ce projet, la transformation, elle est motivante. Le changement que la transformation peut susciter, que ça soit organisationnel ou que ça soit d'un point de vue processus d'entreprise ou interaction entre les équipes, les organisations, etc., le changement, oui, suscite forcément de la peur. Quelle est la conséquence sur mon quotidien? Quel va être mon futur responsable? Est-ce que le projet va changer les interactions, mon hiérarchique, etc. etc. Je pense que ça suscite de la peur. Des interrogations à minima et de la peur très souvent. J'ai tourné un épisode qui te parlera, qui sortira dans une semaine, avec le CTO d'Europecar, Jean-Philippe Hervé, qui a fait quelques projets de transformation. Et le titre de l'épisode, ça s'intitulera Les bienfaits des grincements. Quoi. Parce qu'effectivement, il dit, pour mettre les choses en mouvement, il faut à un moment donné, pour qu'il y ait du positif, du mouvement, il faut que ça grince un petit peu malgré tout. Donc il y a malgré tout quelques grincements, ouais, pour plein de positifs après, quoi. Tu sais quoi, on a basculé vers Dekra sans parler de... Mais en fait, entre Dekra et... Non, Dekra, ça fait... c'est quoi, en fait, pour que ça parle à tout le monde? Ok. Donc Dekra, c'est un groupe allemand qui est une association. Alors, non pas à but non lucratif, mais malgré tout, c'est une association. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas d'actionnaire. Elle est propriétaire de ses assets et de son capital humain et de ses services. Donc, c'est à la fois, je pense, très sécurisant pour beaucoup d'employés, en tout cas ceux qui sont en Allemagne. Ça peut être un peu inquiétant pour des cultures... telle que la nôtre en France, où on a aussi besoin de comprendre et d'être challengé par le marché et de comprendre pourquoi il faut avancer vite sur certaines thématiques, là où un groupe qui a une association et qui a une assise très solide a peut-être moins de velléité à changer régulièrement. Donc c'est une association qui s'est créée il y a 95 ans presque, si je ne me trompe pas, autour des métiers de l'automobile et de l'inspection du véhicule. Donc sa volonté, les valeurs qu'elle essaye de défendre, c'est de créer un monde plus sûr. Et aujourd'hui, avec tout ce que revêt le mot sûr, en anglais en tout cas, donc c'est safe and secure,
Donc aussi bien la sécurité sur la route, dans une usine ou chez soi, mais également la sécurité informatique et la protection des biens, qu'ils soient matériels ou immatériels. Donc ça, c'est le groupe DEKRA dans son ensemble. En France, on connaît essentiellement autour du contrôle technique. Ouais. Et effectivement, c'est le deuxième plus gros marché pour DEKRA, après l'Allemagne, bien sûr. Donc c'est un marché qui est à la fois très réglementé et donc qui a peu vocation, en tout cas en apparence, à se développer, et pour autant qui va devenir très perturbé, très déstabilisé par tout un ensemble d'acteurs de mobilité qui sont en train d'apparaître, alors que c'est vrai que les véhicules électriques ou les véhicules autonomes, et l'inspection d'aujourd'hui ne sera pas l'inspection de demain. Est-ce qu'elle sera réalisée également de façon autonome ou de façon décentralisée, en remote? Voilà, on peut tout imaginer, mais en tout cas, l'ensemble des acteurs du marché vont contribuer à cette évolution-là. Donc, la régulation ne fait pas que le marché n'est pas vivant, bien au contraire. Mais on a également plein d'autres branches de services. On fait partie des entreprises qu'on appelle du monde des TIC, donc Testing, Inspecting and Certificating. Ça veut dire qu'on certifie toutes les normes que tu pourrais imaginer, que ce soit sur une usine, que ce soit une norme environnementale, une norme sécurité, etc. Voilà, donc on est positionné sur ce type de service. Le testing, on vient qualifier, certifier un produit lorsqu'il entre sur le marché européen, qu'il soit fabriqué en Europe ou pas. Voilà, on peut certifier des téléphones portables, des jouets pour enfants, enfin, tout ce que tu peux imaginer, une borne de recharge pour véhicules électriques. Et l'inspection, là on est sur le contrôle technique. Et par extension, il y a des métiers qui sont proches de l'inspection, qu'on qualifie d'expertise. Et donc moi je suis responsable d'un portfolio justement d'applications métiers autour du CLEMS et de l'expertise, où on marie à la fois tout ce qui est inspection de biens matériels, essentiellement l'automobile, parce que c'est quand même notre cœur de métier, mais également le lien avec l'assurance, donc le CLEMS. Donc on intervient en délégation d'assureurs pour aller expertiser, c'est le terme français en tout cas, un paquebot, ses containers à l'arrivée dans un port, vérifier que des véhicules qui sont livrés dans le port d'Amsterdam sont bien conformes au bordereau de livraison qui a été signé au moment où ils ont quitté l'Asie par exemple. Voilà, on intervient sur ces métiers-là. Ça fait beaucoup de choses. Exactement. Un portfolio de services et de métiers très très riche chez DEKRA. Il y a 6 grandes branches métiers, mais qui au final se recentralisent en 3 grandes branches. Et du coup, ça apporte quelle particularité que ce soit dans un contexte asso? Enfin, est-ce que tu en vois? Alors moi j'en vois par rapport à l'urgence d'innover. On est peut-être moins secoué, moins enclin à rechercher l'innovation à tout prix que certains autres acteurs du marché qui sont supervisés par des groupes d'actionnaires et qui vont chercher une rentabilité à tout prix. Bien sûr, nous aussi, on cherche la rentabilité, mais la rentabilité, elle est systématiquement réinvestie dans le groupe et on ne cherche pas l'innovation immédiate, ou en tout cas la rentabilité immédiate, c'est plus de la projection à moyen terme et à long terme. Donc, l'urgence peut manquer certaines fois, je pense. En tout cas, c'est un avis très personnel. Et en même temps, il y a une certaine stabilité, une certaine constance dans cet investissement et dans ce réinvestissement de tout ce que dégage, tous les profits que dégage l'entreprise, qui est assez sécurisant pour beaucoup d'employés. Et en tout cas, ce que recherchent beaucoup les employés en Allemagne. En Allemagne en particulier? Oui. En fait, donc DEKRA, c'est un groupe international. Ouais. L'organisation est également très internationale, voire globale. Alors, je fais une distinction entre les deux. On a une présence internationale, mais ça ne veut pas dire que tous les pans de l'organisation fonctionnent avec des branches qui ont des relations, des branches dans différents pays qui ont des relations de collaboration très fortes au quotidien, parce qu'on a malgré tout des business qui sont déployés par pays, par région, etc. Donc pas forcément avec une collaboration multinationale. Mais l'IT, par contre, est une organisation globale, dans le sens où
Il n'y a pas de frontières. On a bien des présences locales, bien sûr, mais l'organisation s'appuie complètement sur un modèle où les leaders sont dans N pays. Peu importe où ils sont localisés, les équipes sont dans N pays et elles ont vocation à délivrer le service sur tous les pays où DECRA est présent. Donc on a vraiment cette distinction-là entre l'international et le global dans l'organisation. Et donc pour revenir à ta question... Et du coup, toi, tes équipes, elles sont internationales aussi ou exclusivement à Bordeaux C'est organisé comment, du coup, sur ton périmètre? Elles sont majoritairement présentes à Bordeaux, mais j'ai également donc, à 85-90% présentes à Bordeaux, parce que c'est là où est la plus grosse partie du cœur historique de la Software Factory. Mais j'ai également une partie de l'équipe au Brésil et une autre partie en Belgique et aux Pays-Bas. Et elles sont organisées... Alors pourquoi il y a une telle distribution des équipes? C'est plus lié au poids de l'histoire et aux orientations qui ont été prises pour développer le portefeuille d'applications business par rapport aux métiers et aux services qu'on est amené à supporter. Et en particulier sur les métiers du claims, donc la première grande branche que je te mentionnais sur mon portefeuille, on a plutôt historiquement choisi des solutions du marché et implémentées avec des sociétés locales qui nous ont accompagnés dans l'implémentation, donc qui nécessitaient moins d'équipes, moins de forces de développement au sein de l'organisation. Là où à Bordeaux, historiquement, donc ça fait pas loin de 30 ans, je pense, on développe des solutions... Il y a un petit peu de l'histoire déjà. Un petit peu de l'histoire. Même si aujourd'hui, bien évidemment, on se pose la question du make or buy, comme le fait toute DSI, je pense. Mais historiquement, on a beaucoup accompagné les clients de nos clients dans l'implémentation de solutions très, très proches de leurs besoins, spécifiques à leurs besoins. Et donc, du coup, on est moins dans le buy. On est moins dans le buy, très clairement. Après, ça amène à d'autres conséquences dans la forme que peut représenter le legacy et toutes les applications qui y sont liées. Mais effectivement, on a une très grande expérience dans le développement et c'est quelque chose qu'on essaie de cultiver et de démontrer aussi à l'échelle internationale chez DECRA. Je repasse un peu du coq à l'âne parce qu'il y a quelque chose que tu parlais des évolutions de marché, des évolutions réglementaires, et c'est toujours intéressant j'ai la sensation que tu perçois votre marché comme en mutation, en grosse mutation possible dans les 5-10 ans qui viennent. Tu vois quoi comme grosses évolutions de société qui vont impacter votre marché, ton métier? Enfin, celui de DECRA. Celui de DECRA. Alors je vais parler de façon générale parce que mon marché est un peu particulier, mais quand on réfléchissait automobile il y a 20 ans, en fait, les seuls acteurs qu'on avait en tête, c'était des constructeurs, et c'était donc Fiat, Peugeot, pour des marques qui nous sont proches en Europe, et puis Mercedes, Hyundai, Toyota pour des marques un peu plus éloignées, asiatiques, allemandes et asiatiques. Et bien sûr, on pensait aux loueurs, mais les loueurs classiques du tourisme, donc les Europcar, comme tu l'as cité tout à l'heure, les Hertz, les Avis. Beaucoup de ces acteurs ont été un peu chahutés par le Covid, mais pas seulement en fait. Un acteur comme Tesla révolutionner l'approche, même si je ne connais pas tout le modèle dans le détail, mais je vais prendre je vais essayer de ne pas donner d'exemple de marque en France. Mais en France, en tout cas, on a un marché de la distribution qui est très éclaté, avec beaucoup d'indépendants et beaucoup d'acteurs spécialisés dans la distribution, qui sont en contrat, bien sûr, avec les constructeurs automobiles. Et c'est quelque chose qui, par exemple, peut être amené à évoluer du fait de l'impact de Stellantis sur le marché. Pourquoi ? Parce que Stellantis est propriétaire de toute sa chaîne, y compris la chaîne de distribution. Et ce qu'ont estimé certains des constructeurs, c'est que
Là où chez eux, le poids de la distribution pouvait représenter 20 à 30% du prix final du véhicule, chez un acteur comme Tesla, c'était plutôt autour de 10 ou 15%. Et clairement, ça invite à se poser d'énormes questions sur une réintégration de certains métiers dans la chaîne qui est pilotée ou possédée par le constructeur. Donc ça, c'est un exemple. Après, Tesla va beaucoup plus loin et il y a plein d'autres acteurs de mobilité qui essayent d'aller beaucoup plus loin en réfléchissant à la micromobilité, et le véhicule autonome va très certainement secouer très, très énergiquement le marché tel qu'on le connaît aujourd'hui. On est très habitué en Europe, et puis je pense aussi également aux États-Unis, à posséder un véhicule. Est-ce que ça sera toujours la règle, ou en tout cas l'aspiration première d'un individu dans les pays de l'Ouest dans 10 ou 15 ans? C'est pas évident. Et il y a beaucoup d'acteurs qui essayent d'aller sur ce terrain-là aujourd'hui pour proposer de la micromobilité facilitée. L'impact sur ton travail à toi, sur ces mutations possibles? Alors, pas directement sur les services que je délivre, mais en tout cas pour Decra. Que va devenir l'inspection d'un véhicule? Elle est déjà en train de se transformer pour les véhicules à énergie électrique. Mais demain, avec un véhicule autonome, est-ce que c'est toujours un tiers de confiance qui doit réaliser cette inspection? Est-ce qu'elle doit être réalisée de la même façon, avec les mêmes points de contrôle, au sein d'un centre agréé, ou est-ce qu'elle est faite en remote, en partenariat avec le constructeur qui lui récupère toutes les données d'utilisation du véhicule? Voilà, plein de questions se posent autour de ça, mais également quel est le lien avec les assureurs, qui également sont très intéressés pour récupérer, ou en tout cas utiliser les données de conduite de la part de leurs assurés. Donc clairement, le marché... Ça va bouger. Ça va bouger. Je ne suis pas un spécialiste business, mais... Ça va faire partie des choses motivantes, intéressantes de s'adapter à ces changements-là, quoi. Exactement. Et du coup, je rebascule un petit peu sur la partie Decra et parcours. Tu es arrivé sur un projet de transfo. Aujourd'hui, tu es DSI. Tu y as passé, ça fait une petite tranche de vie, là, il y a eu un peu plus de 8 ans. Il y a eu des tournants dans cette expérience chez Decra, des moments forts qui t'ont amené du coup sur ce poste DSI, responsable de la Software Factory. Oui. Alors effectivement, quand j'ai rejoint Decra, c'était pour piloter un projet de transfo, en tout cas reprendre son pilotage. La première recommandation que j'ai formulée au bout de quelques mois, c'est de la nécessité de l'arrêter. Ce qui peut paraître choquant. En tout cas, ça a été perçu comme un choc par mon DSI de l'époque, mais également par les responsables business et puis le PDG de l'entreprise. Parce qu'en fait, on avait tout naturellement oublié les drivers du projet, donc les objectifs qu'on devait satisfaire, mais également on avait laissé de côté toutes les bonnes pratiques et considéré que les réflexions autour de l'architecture, ou en tout cas les guidelines d'architecture, n'étaient pas des fondamentaux. Et en fait, on avait recréé petit à petit un futur legacy qui ne serait pas assez solide dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on parvient malgré tout à le faire évoluer et à le rendre secure et à le rendre suffisamment dynamique par rapport aux attentes du marché. Mais on considérait, et je pense que c'était la bonne qualification à l'époque, qu'il deviendrait de plus en plus difficile, de plus en plus onéreux de le rendre pérenne et de le rendre à même d'être agile, en fait, ce système. Donc premier tournant, je suis recruté pour une mission et je demande à mettre fin au projet qui est au cœur de cette mission. Wow. C'est un choix fort. Pour le coup, c'est un choix. Ça n'allait pas forcément dans le sens de l'histoire, quoi. Pas dans le sens de l'histoire. Et en fait, c'est une question d'intégrité. C'est un mot que j'ai employé un peu plus tôt dans l'échange. Je croyais fondamentalement que la direction qui était prise n'était plus vraiment pilotée, en fait. On était en pilote automatique. On avait laissé de côté beaucoup trop de choses importantes et qui faisaient mal aux équipes. Il
faut aussi le prendre en considération. Quand une équipe sent qu'elle est en train de construire quelque chose qui ne va pas satisfaire les besoins et qui ne va pas marcher sur le long terme, c'est compliqué pour elle. Est-ce que tu crois que c'est le type de décision qu'il est plus facile de prendre quand on a un regard peut-être un peu neuf, avec moins d'affect, parce que pas forcément toi qui as initié la démarche, initié le projet, mis du temps déjà. Toi, tu arrives sur un cahier un peu d'étonnement, j'imagine, et tu fais un constat peut-être plus facile avec ce regard neuf. Oui, je pense que c'est plus aisé d'engager ce type de réflexion. C'était pas forcément ce qui était attendu. Ce qui était attendu de ma part, c'est... c'était de poursuivre et de mener à bien. Ouais. Mener à bien. Je pense que tu as dû avoir une ou deux réunions dans des bureaux qui ont dû être... Il a fallu quelques mois entre cette recommandation et si ce n'est un arrêt, en tout cas une transformation de ce qu'était le projet à l'époque. Et pas rien à voir, mais il y a une culture du fail fast que tu insuffles, dans tes équipes. Si on doit échouer, échouons tôt. Alors je suis pas sûr en fait que ça soit l'un des drivers que j'insuffle le plus. Clairement, l'environnement que j'essaye de créer avec l'ensemble de mes équipes, c'est de la sérénité, de la confiance, de la transparence et donc le droit à l'échec. Je suis pleinement convaincu qu'il faut aller vite, il faut détecter le plus vite possible qu'on est en train de se tromper de voie pour mieux rerouter ou le mieux arrêter. Mais je suis également convaincu que, et c'est un petit peu le sens de ta question tout à l'heure, qu'à partir du moment où on est l'initiateur d'un projet ou d'une orientation, il y a un biais qui est introduit qui fait que c'est un biais d'investissement, en tout cas moi je le qualifie comme ça, qu'il est d'autant plus compliqué de mettre fin à quelque chose qu'on a lancé. Donc je fais un mix un peu entre les deux thèmes que tu as abordés sur tes deux dernières questions. Peut-être que j'insuffle pas assez fort le fail fast, mais malgré tout, dans les mécanismes de gouvernance et de pilotage du portefeuille projet qu'on a avec l'ensemble des équipes, c'est quelque chose qu'on essaye de mesurer. Est-ce qu'on est sur la bonne voie et est-ce qu'il faut se poser des questions sur stop ou encore? Stop and go, ouais, ok. Ou stop et réorienter. Ok. Je te laisse je t'ai coupé, du coup. Par rapport à l'expérience d'Ecra ? Ouais. Je sais plus où j'en étais. Grosso modo, le projet que tu dis, finalement, faut arrêter. Qu'est-ce que vous me proposez, les gars ? Alors, ça correspondait aussi à un moment dans ma vie où je me posais beaucoup de questions sur ma vie pro, sur ce que je voulais trouver au sein de l'exercice de mon rôle, de mes fonctions chez Decra. Et tout à l'heure, tu mentionnais, est-ce que tu pourrais te retrouver dans une situation où tu te sentirais moins à l'aise, moins en accord avec les valeurs que tu sens s'exercer au quotidien? Je pense que je me suis retrouvé dans cette situation parce que des relations avec ma hiérarchie de l'époque, en tout cas côté IT, autorisant peu de réflexion sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, autant d'un point de vue organisationnel que d'un point de vue projet, et au final créant un climat d'absence de confiance, et voire même de défiance au sein des équipes. Et je me souviens qu'il y avait des mots forts de la part des équipes à l'époque, et je m'en sentais également un peu initiateur et à la fois je sentais un peu la même chose, qui était la direction a décidé. Et il y avait tellement peu de transparence et peu d'interaction dans la projection des objectifs, ou même
d'acceptation, de remise en cause d'une organisation ou de processus, que aussi bien les équipes n'étaient pas à l'aise, mais également moi, je ne me retrouvais plus dans ce que je voulais exercer au quotidien. Donc c'est un moment où effectivement la résilience a été mise à mal, vraiment mise à mal. Et quand je disais tout à l'heure qu'une entreprise, une organisation, ce n'est qu'une question d'hommes, clairement, il y a une nouvelle personne qui est arrivée, qui a remplacé le DSI de l'époque, qui a apporté énormément de changements, qui a bousculé énormément de choses. Non pas que j'étais en phase avec 100% des valeurs ou 100% du plan, mais en tout cas, le mouvement a recréé de l'envie, recréé de la motivation, à la fois personnelle, mais également au sein des équipes. Ça a créé également beaucoup de bruit, beaucoup de peur et beaucoup de casse. Quelques grincements, mais du mouvement. Ouais, beaucoup de grincements, beaucoup de mouvements et beaucoup d'effets positifs à moyen terme. Et c'est ce DSI, au final, qui m'a propulsé quand il est parti de DECRA. Ça ne s'est pas fait de façon automatique. Il a bien fallu que je fasse mes preuves et que je convainque mes futurs responsables que je pouvais être la personne pour la fonction. Un grand saut dans le vide. Beaucoup de questions, sentiment de... Un grand saut dans le vide de l'appréhension ? Ouais, de l'appréhension. Parce que c'était la première fois que j'avais vraiment le sentiment, et là, c'est pas un manque d'humilité, en tout cas, c'est pas comme ça que je le ressens, que j'ai toujours été sur des fonctions d'expertise, pilotage d'équipe, mais très souvent équipe resserrée autour d'un projet, donc pilotage de projet, du développement, du product ownership, un peu d'architecture, donc de l'expertise technique ou analytique, etc. Donc des éléments qui me constituent et qui sont très tangibles. Et là, prendre en responsabilité un ensemble de fonctions que je ne maîtrise pas, des métiers que je ne connais pas bien, non pas qui ne m'intéressent pas, mais que je ne connais pas bien, le réseau, l'infrastructure, et au final, des tailles d'équipe que je n'avais pas managées jusqu'ici. Parce que là, on est sur quelle taille d'équipe là, du coup ? Là, à l'époque, je pense qu'on dépassait les 120, tout juste. Oui, c'était un vrai saut dans le vide et de l'appréhension. De l'excitation, mais de l'appréhension. Et le syndrome de l'imposteur qui se révèle autour de certains questionnements au fil du temps, par vague, on va dire. Tu l'as géré comment ? Est-il géré ? Oui. Il est toujours là parce que c'est quelque chose qui me représente. Est-ce que c'est lié à... Des fois, je qualifie ça de manque de confiance en moi. C'est pas ça, en fait. Peut-être une humilité exacerbée. Tu vois, quand je te disais que les parcours que tu as éclairés au cours de tes interviews, je les trouve fascinantes et d'une richesse incroyable, d'une humilité incroyable, des valeurs qui sont exercées tout au long des parcours des personnes. Et inconsciemment, j'ai une sorte de comparaison, je pense, qui s'exerce quand je dis ça. Et j'estime que j'ai pas le quart de l'expérience, et en même temps, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Donc, comment je l'ai dépassé ? Je me suis battu pour ce poste et j'ai été choisi. Donc, je le vaux bien. J'ai le droit d'aller de l'avant. Et puis, j'ai des compétences. Je m'intéresse aux personnes, aux équipes. Je sais que je sais les conduire dans une direction. Parce que c'est aussi ça, manager. C'est pas juste une fonction décrite dans un contrat de travail. C'est pas une fonction purement RH, etc. Non, c'est... Savoir embarquer, fédérer, fixer un cap, se nourrir, s'entourer aussi. Trouver des leaders, trouver des managers leaders, trouver des talents, nourrir des talents, construire les talents de demain, recruter. Voilà, c'est autant de missions, petites missions à droite à gauche, beaucoup centrées sur les hommes, certaines aussi centrées sur la technique, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Voilà, je pense que je l'ai dépassé parce que j'aime ça et que j'en ai l'étoffe au fil du temps.
le réseau, l'infra, qui étaient un peu des zones techniques d'inconfort, qui te faisaient sortir de ta zone de confort. Tu t'es formé techniquement dessus ou finalement tu t'es dit, mais en fait, c'est pas mon rôle d'être l'expert là-dessus? Alors, Ou un peu des deux, quoi. je me suis informé. Informé. Et effectivement, c'est pas mon rôle d'être l'expert, c'est mon rôle d'être le poil à gratter, de poser des questions, de challenger, de susciter, mais je suis très bien entouré, donc j'ai peu besoin de le faire, mais de susciter l'interrogation sur c'est quoi la balance entre l'investissement et le risque, risque à faire, risque à ne pas faire. Mais oui, je me suis informé, j'ai beaucoup compté sur mon équipe de l'époque, et parce qu'elle a évolué au fil du temps, et mon équipe actuelle, pour faire en sorte que mon petit bagage sur ces métiers-là devienne un peu plus costaud, et que je sois encore plus à même de challenger, de questionner et d'orienter. Ok, donc tu es le petit poil à gratter. Je suis le petit poil à gratter. Est-ce qu'il y a ton chantier de l'année à venir? Si tu as le droit. Ouais, je vais me donner le droit. On est une organisation, je te disais, IT qui est globale, en tout cas qui a l'ambition de l'être, mais malgré tout, aujourd'hui, on est encore beaucoup organisé, presque cloisonné. Alors, le mot cloisonné est trop fort, mais j'ai quand même l'employé par portefeuille métier. Et ce qui fait que les expériences, les expertises, les collaborations possibles entre les différents portefeuilles métiers, en tout cas côté IT, ne sont pas aussi fortes qu'on le voudrait. Et c'est clairement un axe que je suis en train de pousser, déjà pour préparer le futur de mes équipes aussi, parce que les gros projets qu'on est en train de mener à bien, aussi bien en Belgique, aux Pays-Bas, au Brésil, mais également à Bordeaux, à un moment donné, ils vont arriver à leur terme, et il va falloir nourrir l'organisation, la Software Factory qu'on a constituée avec toute son expertise. Il va falloir la nourrir avec de nouveaux projets. Donc ces projets-là, je compte bien aller les chercher dans d'autres pans métiers, et aller nourrir, enrichir encore mon organisation. Ok. On s'en reparle dans un an? On s'en parle dans un an, Ok, avec plaisir. ok. Ou un an et demi, hein, mais du coup, on en reparle dans un an et demi, un an et demi. J'arrive aux quelques dernières questions CTOs. Est-ce que tu as un proverbe, une maxime qui t'accompagne? Alors oui, j'en ai une, et je l'ai plus. Et je l'ai. Si tu as un doute, tu n'as pas de doute. C'est pas évident à tenir, ça. Non, c'est pas évident à tenir. Pour moi, elle reflète deux choses, en tout cas à titre personnel, cette maxime. Donc c'est une question de confiance en soi aussi. Il faut savoir se faire confiance, il faut savoir s'écouter. Le gut feeling que les anglo-saxons affectionnent, il faut savoir le considérer. Et c'est assez curieux, en tout cas ceux qui me connaissent pourraient dire, c'est assez curieux qu'ils mentionnent ça. Parce que je peux apparaître, et je pense que je le suis fondamentalement, comme quelqu'un de très analytique, donc qui a plutôt tendance à apprécier de poser les faits, d'analyser et de construire une réflexion pour qu'au final une décision soit solide, la plus solide possible. Mais je suis également convaincu qu'en fait, faut nourrir les décisions par les deux univers, par le gut feeling, mais également par l'analyse. Ok. Pas évident à tenir en recrutement. Hein. Non. C'est souvent là que il y a un doute, mais tu as envie d'y aller, tu sais pas pour quelle raison, mais souvent quand il y a un doute, effectivement. Ouais, et particulièrement au moment des recrutements, parce qu'on se dit que la période d'essai permettra de vérifier, et en fait, c'est pas forcément le cas. Et il faut particulièrement s'écouter dans ces moments-là, parce que là, on est dans de la pure interaction interpersonnelle, et l'inconscient est souvent plus performant, plus intelligent que le conscient. Retenons ça. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms? Oui, alors j'en ai un que mes collabs à l'époque, et même récemment, appréciaient vraiment utiliser pour m'agacer gentiment, entre guillemets. Donc c'est chef. Chef, parce qu'il nage bien le chef. Et voilà, c'est une image qui les fait rire. Et
et ils savent que je n'aime pas être perçu simplement comme un manager, mais comme quelqu'un qui fait partie de l'équipe. Donc comme ça les fait sourire de me dire ça, et parce qu'ils savent qu'il m'agace, voilà, ils l'utilisent beaucoup. Donc c'est un chef affectueux, quoi. C'est un chef affectueux. Ok. Est-ce que tu donneras un titre à cet épisode ? Je pense qu'on a beaucoup parlé autour de la motivation et du leadership. Ouais. Voilà, c'est deux notions qui peuvent se nourrir l'une l'autre. En tout cas, un bon leader s'intéresse aux personnes et aux leviers de motivation. Donc, leadership et motivation. Leadership et motivation, la motivation au cœur des équipes, quelque chose autour de la motivation, quoi. Ouais, je pense. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose ? Écoute, Si comme t'en ça, as pas, non. moi je vais en avoir une. Ah bah toi t'en as une, mais moi j'en ai peut-être aussi. Moi t'aurais pu me poser, mais pourquoi tu m'as parlé de Deco ? Effectivement. Parce que Alors je t'ai fait de grands yeux interrogatifs et je me demandais. je me suis dit, je te parle de Deco une fois, deux fois, puis je te vois. Pour les auditeurs qui ne voient pas, t'as fait effectivement les grands yeux, tout ça, et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, l'explication, c'est que j'ai préparé quelques épisodes CTOs à venir. Et je ne sais pas pourquoi, je pensais que tu avais fait Deco puis Decra, et en fait, prochain épisode avec Sonny Tricoire, c'est lui qui a fait Deco puis Agrégio. Donc voilà, je me suis mélangé les pinceaux. Pas de souci. Au départ, j'ai cru que la question était fictive, mais comme tu insistais. Ouais, mais en fait, en te voyant faire les grands yeux, je me suis dit, non, mais je te mets en situation, t'en fais pas. Donc voilà, l'explication. Bon, c'était rigolo. Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Je voudrais inverser un peu les rôles. On a beaucoup échangé autour des principes de motivation, driver de motivation et du leadership. Et tout à l'heure, je m'étais un petit peu en opposition. En tout cas, je mentionnais que le leadership n'était pas forcément lié au management ou à la fonction de manager. Comment toi, qui donc est passé du statut de directeur au sein d'une entreprise à fondateur et devant travailler sur ces questions-là, comment toi, tu vois aujourd'hui la fonction de manager au sein d'une entreprise ? Quelles sont les missions fondamentales que tu veux que le manager exerce ? Quel est le contrat tacite que tu passes avec lui ? Ou elle, d'ailleurs. Waouh. Quel est le contrat tacite que je passe avec les managers ? C'est une question pas évidente à répondre. Il y a plusieurs types de managers parce que tu vas avoir Stéphane que tu connais qui est directeur d'agence. Nous on a 3 directeurs d'agence à KIB. C'est pas le même contrat que tu vas passer. C'est pas le même attendu que tu as vis-à-vis d'un manager où en fait là tu es en total lâcher prise en tant que fondateur. Parce que tu es complètement à distance, tu donnes complètement les clés du camion, ou là t'attends complètement que ce que moi j'ai insufflé à Paris, qu'il y ait un relais avec la patte de chacun, mais qui est quand même des choses qui ressemblent. Ce que t'attends, c'est de l'autonomie, de l'ambition, et être aussi capable de nous demander, de revenir vers nous, savoir demander un œil extérieur. C'est important, je pense, quand tu es manager aussi, de savoir demander l'œil extérieur, peut-être de moi qui peut avoir un œil un peu plus froid sur certaines décisions, sur des situations qui sont un peu plus éloignées. Et après, sur d'autres managers, savoir insuffler la culture, la réalisation d'objectifs, de l'ambition. Et puis, moi, j'aime bien le management par l'exemple. Donc, j'aime bien que les managers qui insèrent. Voilà. Être capable de mouiller la chemise et savoir faire ce qu'on demande de faire aussi. Voilà. Je trouve que ça te représente bien. Je me suis un peu mouillé également. Merci.
Merci pour ta question et de m'avoir moi aussi mis à contribution. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.